De la chorale, j'ai pas d'heure. J'ai pas d'heure. J'ai pas d'heure pour jouer. On va dire c'est comme quelqu'un qui aime fumer sa cigarette. Donc, il suffit que la chorale soit dans le living et que je suis là, ben voilà, je vais jouer. Si tu veux pas que je joue la chorale, il faut pas le laisser sous mes yeux, quoi. Tant que la chorale est sous mes yeux, ben je vais la prendre. Voilà. Aujourd'hui, on met les voiles, direction Sénégal, le pays du président poète Léopold Sédar Senghor, le pays de Fatou Diom, le pays de Cheikh Anta Diop, le pays de la Kora, le pays des griots. Bienvenue à l'émission Art en exil. Ce nouveau numéro est consacré au Sénégal et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un joueur de Kora, Mamadou Dramé. Je suis extrêmement content de vous avoir dans mon émission. Bonjour. Le plaisir est pour moi, Christ. Bonjour, ça va, tu vas bien? Oh, je vais très bien. Super. C'est vrai que on se tutoie dans la vie. Ouais, voilà, c'est ça. On va essayer de se vous voyer pour faire un peu plus sérieux. Mais Ah ouais. si on y arrive. Si on y arrive, tu sais, étant donné que je suis sénégalais au Sénégal, on ne sait pas où placer le vouvoiement et le tutoiement. Tu tutoies quelqu'un, il te dit pourquoi tu me tutoies, on se connaît. Tu vouvoies, en Belgique, tu vouvoies, mais tu vois, tu mets la distance entre nous. Absolument. Donc après, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Allez, on fera comme on peut. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Ben écoute, j'ai quand même essayé de fouiller un peu, pour voir un petit peu, faire des enquêtes sur toi. Hein. D'accord. Il n'y a rien de méchant, hein, mais bon, Okay. j'ai quand même fouillé un petit peu. J'ai découvert pas mal de choses. D'accord. Notamment que tu es né au Sénégal, Ouais, en Casamance. bien sûr. Ouais. C'est dans le sud du Sénégal. Exact. Et donc Mamadou, tu joues de la kora, mais en fait, tu as commencé très tôt. Oui, Déjà, je pense à l'âge de 8 ans. à l'âge de 8 ans, oui. Au conservatoire de Sénégal, tu es passé par là aussi au Je suis conservatoire passé de au Dakar. conservatoire de Dakar, oui, au Sénégal. T'avais quel âge à peu près à ce Waouh, moment-là? je crois que je suis passé au conservatoire quand j'avais une bonne question. Entre 20 et 23 ans. Entre mes 20 et 23 ans. Et il fallait absolument passer par là. C'était. Non, ouais. Est-ce que tu avais ressenti une urgence, un besoin vraiment de passer par l'académie? Pas une urgence, mais un besoin. Un besoin plutôt. Parce que, en fait, la kora, c'est un instrument traditionnel que l'on apprend à la maison et qu'on apprend auprès de son père. C'est l'héritage. Donc, on est né, on a trouvé l'instrument, elle est là. Donc, on a trouvé les morceaux, on a trouvé le son, le chant et tout. Et après, tu découvres d'autres instruments. Tu découvres le piano, tu découvres la guitare. Et tu te dis, bon, c'est des instruments qui donnent d'autres sonorités que tu entends, mais qui n'ont rien à voir de ce que toi tu joues dans la kora. Donc tu te dis, bon voilà, la matière, elle est où? Peut-être par curiosité, aller au conservatoire, voir pourquoi la guitare a plusieurs tonalités, pourquoi le piano a ça. Donc est-ce que je pourrais transposer ces tonalités à la kora pour que ça donne une autre couleur? Donc voilà, c'était ma curiosité. J'ai dit, voilà, je vais au conservatoire découvrir ce côté musical, ce côté un petit peu le solfège, on va dire, l'harmonie, pourquoi les quintes, pourquoi les tierces, pourquoi donc tout ça. J'ai dit, mais quand on met ça sur la kora, qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà, c'est ça qui m'a poussé à aller au conservatoire. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un solfège pour la kora? Est-ce qu'on écrit une partition de kora? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai découvert une partition de kora chez les moines. Des moines qui habitent pas trop loin de Dakar, Okay. dans un village que l'on appelle Kormoussa. Donc, ils se sont installés là-bas, à mon avis, vers les années 1950-60, comme ça. Et ils ont découvert la kora, ils étaient fascinés, ils ont voulu apprendre. Donc, ils ont fait appel à un griot avec un instrument, la kora traditionnelle, l'état traditionnel. Eux, ils sont français. Donc, du coup, c'était un peu compliqué, étant donné qu'on n'est pas griot. Comment accorder cet instrument-là? J'étais un peu, voilà, ils ont fait comme ils peuvent. Après, ils ont dit, bon, voilà, on va moderniser. On va peut-être trouver une mécanique comme la guitare à la kora, ce qui va nous permettre de bien l'accorder. Donc, ils ont innové ça. Et au moment donné, ils ont dit, bon,
pourquoi pas écrire des partitions de kora qui sera adaptées à notre chant pour les messes. Les chants grégoriens. Des chants grégoriens et tout ça. Donc, ils ont écrit la partition et je l'ai écoutée, mais ça ne donne pas exactement quand un griot joue sa kora. C'est un peu trop grégorien. Voilà, c'est ça. On peut dire comme ça, c'est ça. Ça donne un peu... Et là, je trouve que ça manque un petit peu le rythmique, comme les griots. Ça manque ce complément de toutes les notes, des 22 cordes qui vont se percuter dans une mélodie, dans l'harmonie. J'ai dit, ok, mais on va garder notre façon de jouer. Et ça veut dire que ça se fait pratiquement... voilà, il y a peut-être une écriture, mais dans la grande majorité, c'est vraiment à l'oreille, quoi. À l'oreille, voilà. C'est un instrument à l'oreille. C'est ce que, étant donné que je donne cours, je suis professeur, mais ce que je conseille aux élèves, n'essayez pas d'écrire, écoutez à l'oreille et vous verrez que la kora est un bel instrument. C'est très africain comme tradition, c'est très africain comme conseil. Parce que les jazzmen, ils font exactement la même chose. Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, etc. Ils mettaient un disque et ils imitaient ce qu'ils entendaient. Oui, ils entendaient. Mais pareil que moi, je joue avec beaucoup de groupes, on va dire, dans des formes un peu classiques. Les autres, ils ont leur partition et moi, plutôt, j'ai l'oreille. Je fais tout à l'oreille et comme je joue un instrument qui est aussi un instrument, voilà, c'est à l'oreille, la kora, la tradition. Donc, c'était un peu, parfois c'est tout ça un peu bizarre, comment ça se fait que les autres lisent et toi tu as tout dans la tête avec l'oreille. Je dis, bon voilà, j'ai été formé comme ça. Voilà, c'est de la formation de base. Et toi, la kora, la musique en général, c'est vraiment un truc de famille parce que tu viens d'une famille de griots. Ouais. Ton grand-père, on va en parler tout à l'heure, il s'appelait Laloke Badramé. Exact. J'ai fait des recherches. Ah oui, tu as fait des recherches. Laloke Badramé, c'est un grand monsieur parce qu'il a innové en adaptant justement à la kora ce qu'on appelle le djembé-seng. Djembé-seng. Je prononce... non, c'est pas grave, c'est normal. Et donc, en gros, c'est un rythme de djembé qu'il a adapté à la kora. À la kora, ouais. On va dire le rythme de percussion pour que le son soit un peu plus dansant. On va dire un peu comme... côté Congo, tu vois, tu as la rumba, tu vas faire bouger. Et la kora est un instrument traditionnel qui a beaucoup de morceaux qui sont aussi traditionnels, que l'on joue, mais ces morceaux datent des siècles avant. Donc, qu'on apprend de père à fils. Et là, lui, il est arrivé, il s'est dit, bon, voilà, on est arrivé à une autre époque où peut-être essayer de loger la kora aussi dans une autre dynamique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la kora... ça peut faire danser, ça peut faire chanter, ça peut faire... Donc, il a innové. Pour le djembé-seng, il a innové. Quand il joue, je ne sais pas si tu as une fois entendu, c'est tellement rythmique, c'est tellement... Voilà. Donc, il a fait ça. Et il a su créer un morceau que les gens adorent. Et tu sais, lui, il est de la Casamance, le sud. Il est mandingue. Et le nord, c'est le Wolof. Donc, c'est la langue dominante. Et quand il est arrivé à Dakar, donc d'abord repéré par... ceux qui géraient le théâtre Daniel Sorano et l'ont vu jouer quelque part. Ils se sont dit, waouh, on a trouvé un élément qui doit être très important pour le théâtre. Et alors que Senghor, le premier président sénégalais, était un homme de culture, tu vois, donc il aime bien tout ce qui est la tradition. Et le directeur avait appelé Senghor. On a trouvé quelqu'un, ça doit être... Voilà. Donc du coup, c'est comme ça qu'il a fait connaissance avec Senghor, le premier président, et il partait au palais. Il jouait là-bas. Et Senghor avait une nièce que Senghor adorait, qui s'appelait Kouran Bissan. Et Senghor a dit, est-ce que tu peux créer une chanson pour ma nièce? J'adore ma nièce et ça me fera plaisir. Et ainsi, il a créé la chanson qui s'appelle Kouran Bissan, que vraiment tous les griots. Et donc, ça devient tellement dansant, tellement rythmique. Et on l'a logé dans djembé-seng. Et aussi, il a créé beaucoup de morceaux traditionnels qui sont aussi djembé-seng, que l'on danse et quand il joue. Donc, du coup, ça fait que voilà, tout le monde se met quand c'est les cérémonies. Aujourd'hui, Laloke, il va venir. Et jusqu'à ce que Senghor l'a amené avec lui à la conférence du Manding qui a eu lieu à Londres. À Londres en 1972. Qu'il a ouvert la cour. 72 pour les Français. Oui, c'est 72 pour les Français.
avoir un tel héritage familial, avoir son grand-père qui est pratiquement considéré comme un novateur de la kora, c'est quand même exceptionnel. Comment tu as vécu ça dans ton enfance, aujourd'hui aussi, comment tu le vis? En fait, moi, je suis quelqu'un qui a eu la chance d'être un peu plus proche de mon père. On va dire, on s'assoit, on se parle beaucoup. Et il m'a appris beaucoup de choses. Donc, il me parle de ma famille. Il me parlait de la grande lignée. Ouais, ton arrière-grand-père est comme ça, de ce côté-là. Et lui-même était virtuose de la kora. Mon père était un très, très, très grand joueur de kora. Et par contre, il a sa personnalité à lui. Donc, différent de beaucoup de joueurs de kora. En fait, sa personnalité n'était pas de genre d'aller chercher à être connu, en fait. Ce n'était pas du tout son objectif. L'objectif est qu'on lui a légué une tradition. On lui a donné quelque chose et il doit vraiment veiller sur ça et la sauvegarder. Par contre, il a eu à former beaucoup de gens, beaucoup d'élèves qui sont passés chez nous pour apprendre à jouer à la kora. Et alors, lui-même étant un peu connu dans cette zone-là, la province de la Casamance. Et je me rappelais quand j'étais petit, donc tu connais bien l'Afrique, dans les villages, tout le monde se connaît. Et je partais à l'école. Donc au retour, je croise deux vieux qui se parlent. Et je les salue. On fait comme ça en Afrique, il faut saluer avant de passer. On salue les vieux. Ouais, bonjour. Donc un vieux qui ne me connaît pas, dit hey, bonjour, ça va? Et lui, c'est le fils de qui? Ah, le fils de tel. Ah bon? Viens ici. Je reviens. Est-ce que tu sais jouer à la kora? Oh là là là. Et là, ça devient lourd. Tout le temps, donc ça pèse dans ma tête. Là, tu n'en jouais pas encore? Non, je jouais. Okay. Mais je n'étais pas censé de sortir. Ce que je faisais, c'était aller dans les cérémonies avec les cousins, jouer dans les places publiques, les cérémonies, tu vois. Donc, aller jouer pour les vieux, comme la tradition le demande, réellement, c'était pour mon père. Ce n'était pas encore mon âge. Donc, et c'était lourd. Et alors, j'arrivais là, mais je dis, mon père, papa, quand est-ce que je vais vraiment jouer à la kora? Il me dit, fils, un jour, tu sauras jouer à la kora. La kora, c'est aussi sanguin. C'est dans le sang. Donc, quand tu l'as dans le sang, un jour, tu vas la faire parler. Et voilà. Ça, c'est une histoire... c'est magnifique parce que... je parle de moi personnellement, je suis un fils de musicien aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque part, quand tu rencontres quelqu'un et tu dis le nom de ton père, en plus mon père, on connaît quand même pas mal du coup aussi chez moi. Il y a toujours cette question, ah mais donc toi tu fais un peu de musique aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, est-ce que ça peut être un peu pesant de se dire, on a un tel héritage, est-ce que c'est pas un peu lourd? Parce qu'il y a Laura de ton grand-père qui a été extrêmement connu et un homme extrêmement respecté pour sa musique et pour sa passion et pour son talent. Est-ce que c'était pas un peu pesant de se dire est-ce que je vais être à la hauteur de mon grand-père? Est-ce que je vais être à la hauteur de mon père? En fait, c'était pas quelque chose de lourd comme on peut définir le mot, mais c'était à la fois agréable. Parce que moi, je suis né dans cette famille griotte, mais à la fois, j'adore la kora. En fait. Étant donné que la kora est dans la famille, mais j'adore. Je vais te raconter une anecdote. En fait. Quand mon papa jouait, j'étais petit et beaucoup de gens ne le savent pas. Et alors, je m'approchais, l'oreille, je le collais à la kora pour voir la différence de son. Et quand tu mets ton oreille collée à la calebasse de la kora, c'est comme si tu as une amplification de la kora. Donc, du coup, et ça sonnait tellement beau, agréable. Et je restais là pendant des minutes. Juste pour écouter. Je l'écoutais. Et j'étais, à la fois, j'adorais la kora. Et quand je rentre de l'école, direct, je prends la kora. Je me mettais à jouer. Et quand ça ne va pas, je dis à papa, comment on fait ça? Il joue. Et alors, j'étais un peu différent des autres qui venaient d'ailleurs, d'extérieur, pour apprendre à jouer à la kora. Parce que eux, il fallait leur donner vraiment le cours. Et moi, à l'oreille, ça passait au fait. Il suffit que j'écoute un son, je m'y mettais et quelque temps, je commence à reproduire la même chose. Et les gens disent, mais le fils de tel, oui, mais lui, il suffit que son père joue un morceau, il se met, ça passe vite, quoi. Tu vois, donc, c'était pas trop pesant de l'apprentissage, mais c'était à la fois agréable, tu vois. Donc, on nous a pas
on n'a pas été, on ne nous a pas imposé. Et, on a su grandir avec l'amour de cet instrument. Et ce qui était agréable, c'est que sans rien demander, comme mon grand-père a passé le son de sa kora, on va dire que c'était l'indicatif du journal, de la radio. Donc tu l'entends tous les jours, quoi. Salla salla murabi salla jina Effectivement, c'est une émission qui s'appelait Histoire de la Casamance, je pense, qui s'appelait comme ça, qui est passée à Radio Sénégal en langue mandingue. Je pense que c'est ça. Une émission comme ça. Et c'est lui qui était le Kora Fola. Oui, c'est lui qui était le Kora Fola dans cette émission. Et après, il n'a pas vraiment duré là-bas. Par la suite, il y a un de mes oncles, un petit frère de mon papa, qui s'appelait Passoli Dramé, qu'on a été réquisitionné pour continuer l'émission. Et après, l'émission a été animée par une personne que l'on appelait Mokhtar Djebé. Donc après, il a donné le flambeau à cet oncle-là. Comme je t'ai dit, en fait, on a une famille un peu, après mon grand-père, tout le reste, ils sont tellement vertueux, mais c'était pas leur truc, le monde de genre, il faut que je me fasse connaître. Pour eux, ils ont une mission à accomplir, c'est l'essentiel. C'était très communautaire, du Exactement. coup. Ils avaient une vision communautaire de la chose, quoi. Voilà, servir la communauté, être vraiment dans leur rôle de griot, quoi. Oui, voilà. Toi, tu n'es pas dans ce rôle-là, apparemment. Je ne suis pas dans ce rôle-là parce que notre époque n'est pas forcément similaire à l'époque de mon père ou de mon grand-père. Nous, notre époque est l'époque de l'Internet, les smartphones et beaucoup de choses. Alors qu'avant, le griot jouait ce rôle-là de médiateur et de communication. Donc, si tu as un événement pour que le village ou même la province soit au courant, c'est le griot de faire passer la communication. Maintenant, est-ce que si mon copain a un mariage, je ne suis pas obligé de passer il va prendre son smartphone, il va mettre les photos, il va mettre les dates et les concours. Les griots, c'était les Instagram de l'époque. De l'époque, voilà, exactement. C'est magnifique. C'est génial, c'est génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que les griots, c'est quand même des passeurs de tradition, mais c'est aussi un peu les généalogistes aussi. Ils connaissent un petit peu l'histoire de la famille, etc. Oui. En fait, c'est des gens qui sont vraiment au service de la communauté, donc qui ont une vision utilitariste de leur talent, de l'instrument, quoi. Avec aucun esprit, aucune intention marchande, commerciale et tout ça. Pas du justement, tout. Oui, tu as parfaitement raison. Je ne sais pas où est-ce que tu as été chercher ça, mais tu as été bien renseigné. Merci. Oui, si tu veux, je peux te dire, les griots, ça vient aussi avec, en Afrique, on a l'histoire de l'empire du Mandingue, qui était un très grand empire. Et il y avait le royaume d'Igabou, qui, on va situer actuellement, géographiquement, l'actuelle Guinée-Bissau, la Casamance, une partie de la Gambie. Et dans ce côté-là, dans ce royaume, il y avait des rois. Il y avait une hiérarchie. Il y avait une organisation sociale qui était en place. Vous avez des rois, eux c'était pour diriger le royaume. Vous avez aussi certains noms de famille, on peut les indiquer ou les trouver par nom de famille, qui sont censés aussi de réclamer les impôts. Et vous avez aussi des noms de famille, eux, quand ils donnent leur nom, on saura qu'eux ils sont des forgerons. Donc ils sont censés de faire des outils de travail, d'agriculture, ou bien des armes. Et il y a des noms de famille, on sait qu'eux, ils sont des commerçants. Voilà. Et aussi, on va trouver d'autres noms de famille dont on sait qu'ils sont des tisserands, ils sont censés de faire des vêtements pour les gens. Et alors, chaque nom de famille a son rôle. Donc, c'est ce qui amène une complémentarité dans le royaume. Donc, le griot, il sait chaque nom de famille qui est ton arrière-grand-père, ton ancêtre, qu'est-ce qu'il faisait, quel était votre rôle, quelle histoire vous alliez entre tel nom de famille ou telle caste et telle caste. Donc le griot était
on La va mémoire dire, vivante. la mémoire vivante Donc, du coup, quand moi, je rencontre quelqu'un, par exemple, en Casamance, qui a un nom de famille Sonko. Je lui dis Sonko Bankirankoli. Ah, donc, quand je lui parle ça, tu dois pouvoir lui dire quel était le rôle de ton ancêtre. Ouais, c'est eux qui demandaient des impôts. Ils ne reculaient pas devant l'ennemi. Donc, ils se battaient pour la protection. Donc, le gars, il va se dire, ah, si le griot me dit ça, je dois faire attention. Je ne suis pas n'importe qui dans la société. Donc, il y a une manière de se comporter. Tu vois, donc, c'était tellement important. Un griot, donc, c'est pourquoi même s'il y a on va dire, s'il y avait un événement, tout le monde est assis. La seule personne qui est permis de se lever et parler, c'était le griot. Il sait dire des choses. C'est à lui qui appartient la parole. C'est pas aux autres, c'est à lui de dire des choses. Et quand il arrivait des choses qui se passaient dans les familles et que les familles étaient en désaccord et tout ça, on n'allait pas à la police. Hein. Nous enfin, comme notre... Voilà, tu vois, maintenant, tu vas pour la police, monsieur, quand tu fais ça. Non, tu vas voir le griot. Ah, dans la famille, telle personne avec sa femme, ça ne va pas. Donc le griot va dire d'accord, il n'y a pas de souci, je vais venir. Et il va attendre la nuit. Personne ne le verra. Il va rentrer tout doucement dans la famille et s'asseoir parce qu'il connaît ton père, il connaît ton grand-père, il connaît ton arrière-grand-père, il connaît ton histoire. Il sait qui tu es. Ah, il va aller chercher ça. Il va lui dire ton arrière-grand-père, c'était pas un homme qui refuse le dialogue. Hein. C'est pas, il pardonne, il était gentil. Il était, voilà. Donc il va parler comme ça. Et ça apaise la tension. Et la personne réfléchit, ça c'est important. Donc, tu vois, donc il va apporter une autre dynamisme, il va te donner une autre chose dans ta tête. Tu te dis, oui, voilà, ça, ce rôle-là, cet acte-là, c'est pas fait pour moi. Parce que mes ancêtres, c'était pas ça le rôle. Donc, du coup, il va régler la situation, il va régler les problèmes, et il y aura la paix qui va régner dans la famille. Et c'était comme ça en Afrique. C'était comme ça au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. C'est ça le rôle du griot. Et il va faire cette mission, il va rentrer. Sans rien recevoir Sans rien recevoir du tout. Parce que c'était son rôle. C'est à lui de le faire. Et pour toi, la kora, tu l'utilises dans ta musique parce que justement tu composes, tu es compositeur. Tu as pu quand même métisser un petit peu ta musique. Ouais. Je pense notamment à certains de tes projets. Au mois de mai, tu as joué à Beaux-Arts pour Kora Baroque. Kora Baroque, c'est un projet qui fusionnait la kora et la musique baroque. Musique baroque, vraiment tiré du répertoire classique. Exactement. Mozart, Gluck, Monteverdi, etc. Avec un mélange justement de cette kora qui est la tienne. Donc, c'est ta vision des choses, c'est comme ça que tu conçois la musique. Ta kora, toi, tu la conçois comme ça, en dialogue avec d'autres formes de musique. Moi, j'adore ça. J'aime bien entendre la kora dans certaines sonorités. Parce que, comme on le dit d'abord, on va dire la musique n'a pas de frontières. Et la musique permet beaucoup de choses. Des métissages, des passages. La musique permet de l'ouverture. Et ça permet de... J'ai la chance d'être un musicien parce que ça me permet de ne pas être dans le monde des stéréotypes. Avec la musique, je rencontre des Mexicains, je rencontre un Américain. Alors que dans la vie, souvent, tu vas entendre, on va facilement dans les stéréotypes. On va dire, les Américains sont comme ça, les Africains sont comme ça, ou bien le Burkinabé il est comme ça, ou bien le... Alors quand tu vas dans la musique, tu dis, non, c'est pas vrai. Les humains sont tous partout pareils, en fait. Tu rencontres des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Donc, ça n'a rien à voir de l'identité de couleur ou l'identité d'origine ou de nationalité. Donc, et quand j'entends la kora jouer les flamencos, tu te dis, waouh, ok. Tu te dis, wow, c'est beau. Tu le trouves donc. Moi, je suis dans ce dynamisme-là et c'est ce qui m'a permis de fusionner avec dans le projet, Dieu Seko. Oui, voilà. Fusionner la musique traditionnelle congolaise à la musique traditionnelle sénégalaise. Et quand on joue, tu as vu, les gens, ils ont aimé. C'était comment voilà. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. Les percussions congolaises traditionnelles, Nombonda,
avec ta kora, Ouais. tes chants. Ouais. Dans l'album où une partie, on a mis la kora dans la rumba, tu vois. Donc, hein, avec les paroles écrites en Wolof, qui est la langue nationale sénégalaise. Est-ce que ça choque les puristes? Les choristes, Les puristes. puristes, Ouais. non, du tout. Ce mélange, ça dérange pas du tout. Non, Non. il faut garder notre kora pour nous, on Non, veut pas, on veut pas. non, absolument pas, absolument pas, parce que même encore à l'époque de mon père, il y avait pas mal de festivals qui ont été qu'on organisait vers la Casamance ou le Sénégal, et d'où mon père avait participé aussi. Donc, tu avais plusieurs nationalités qui venaient assister à ce festival-là, et après, vers la fin, on essayait de mélanger les groupes pour faire un style de jam, mais pas de jam comme, voilà. Mais on peut organiser pour voir une autre couleur. Mais l'idée aussi était de fusionner le monde, était de dire que le monde est unique, quoi, tu vois, à travers la musique. Vous voyez que quand on met une kora avec un contrebasse, que ça peut donner. Et, mon oncle, un des petits frères de mon père, de même père, même mère aussi, il a fait le tour du monde. Paix à son âme, et a fusionné avec beaucoup de musique, hein, la musique italienne, jusqu'en Australie. Ils ont même rencontré une Américaine qui est fan de l'histoire, historien, et qui a dit mais qu'est-ce que c'est les griots? Elle était curieuse. Donc elle ressemblait, c'était mon oncle, un griot wolof, un conteur sénégalais. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Bon voilà, on va prendre l'histoire. On va raconter ça en Wolof et moi je vais traduire en anglais, l'anglais américain. Donc avec ce projet-là, ils ont fait tout le tour de l'Amérique. C'était fascinant. Et les gens ils se disent waouh, comment ça se fait? Et j'ai encore les cassettes et tout ça. Quand j'écoutais les concerts, après la fin, les gens disent waouh. Mais et moi j'ai vu ça, mes oncles faire ça. Hein. Donc et je me suis dit mais pourquoi pas moi? Est-ce que tu rencontres le même engouement des gens encore aujourd'hui quand tu joues ici en Belgique, à Beaux-Arts, quand tu vas jouer ailleurs, en France, etc. Extraordinaire, Le extraordinaire. même engouement. Oui, les gens, après chaque concert, tu vois, les gens, tu sens qu'ils ont envie de te poser tellement de questions. C'est la fascination pour l'instrument aussi. Pour l'instrument aussi, oui. Ça n'a pas été trop dur de mettre tout ça ensemble. Et comment vous avez fait? Et qui fait quoi? C'est quoi cet instrument? C'est ma première fois de voir ça. Le son. Tu vois, donc, du coup, tu te dis, OK, waouh, j'ai une mission à accomplir alors. Laquelle? Oui. Laquelle? J'ai posé la question. Continuer à faire ce que j'aime bien aussi. Parce que il faut se dire que quand tu fais quelque chose, il faut l'aimer. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir la passion de ce que tu fais. Cette passion-là te donne la joie de vivre, le bonheur. Même sur scène, c'est important. Et quand tu joues, ce que tu sens, le public va sentir à travers toi. Et ça, c'est très important. La mission à accomplir est d'amener la kora au-delà de ses limites, de ce qu'on croit, les limites de la kora. De ses limites géographiques. Ses limites géographiques, sonorité et autre chose encore. Aujourd'hui, la musique africaine n'existe pas. Il y a des musiques africaines. On va dire que de manière globale, il y a, c'est les chiffres qui le disent, hein, il y a une progression. En 2024, par exemple, on a enregistré 22,6% de progression des ventes de musique enregistrées. D'accord. Ça s'élève à environ 100 millions de dollars américains. Ouais, des musiques enregistrées en Afrique subsaharienne. Ouais. Il y a encore des problèmes. Piratage, etc., qui freinent un peu les choses. Et quand on le compare au revenu mondial, c'est quand même, ça ne représente pas grand-chose parce que c'est 29 milliards de dollars américains en 2024 sur le plan mondial, la musique. Est-ce qu'il y a encore des défis aujourd'hui à relever, justement, parler de musique, de continent africain, etc. Quels sont les défis aujourd'hui? Alors, en même temps, c'est des défis pour s'imposer justement dans le marché musical mondial, mais tout en restant soi-même, quoi. Parce que tu fais, à mon avis, ce qu'on appelle de la world music. Ouais. C'est vraiment un mélange. C'est un truc qui est né dans les années 1972, 80. Des gens comme Manu Dibango ou Carlos Santana qui ont vraiment fait ce métissage des rythmes africains avec du rock, avec du jazz, etc. Ouais. Mais c'est d'essayer, je pense qu'il y a vraiment un enjeu majeur, c'est d'essayer quand même de garder son identité. Ouais, c'est très important. En fait, c'est vrai que
Après, j'ai entendu personne, Toumani Diabaté, depuis 15 jours de Kora, qui n'aime pas ce mot, world music. Écoute, moi, je n'aime pas non plus. Voilà. J'aime pas non plus ce mot, mais il faut quand même utiliser, pour qu'on se comprenne, quoi. Mais moi, je trouve que c'est aux Africains, aux artistes africains, et ceux qui sont devant la scène, on va dire, parce que tout le monde n'a pas la même chance d'être très connu, d'être célèbre, d'être star. C'est à eux de continuer à revaloriser la musique africaine, mais sur le continent africain aussi. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents en Afrique, qu'il faut les aider, qu'il faut promouvoir une belle production. Par exemple, aujourd'hui, on va aux États-Unis, comment est la musique, beaucoup de musiciens sont musiciens, à la fois producteurs, promoteurs. Donc, à un certain âge, il essaie de se retirer un petit peu pour faire pousser les jeunes talents. Et ça donne beaucoup. Donc, je crois qu'en Afrique, on n'est pas, je n'ai pas dit qu'on n'est pas dans ce dynamisme, mais ça serait très bien qu'on le fasse comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on a des grands qui peuvent peut-être retourner un petit peu derrière, essayer de faire des maisons de production, produire, faire la promotion, pousser les jeunes talents aussi à émerger. Je crois que ça peut beaucoup apporter. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué, ça, justement? Justement, oui, parce que, tu vois, beaucoup de talents artistes africains, dès qu'ils viennent en tournée en Europe, ils trouvent qu'ils ont la chance d'avoir le minimum de confort pour ce qu'ils veulent faire. Tu vois, ils vont avoir un accès facile au studio, à l'enregistrement, le matériel, pouvoir bouger, et peut-être, on va dire, une belle promotion autour d'eux. Et qu'en Afrique, peut-être qu'ils vont courir très longtemps pour pouvoir accéder à ça, et peut-être jamais. Donc, du coup, c'est ça qui cause problème. Et on a vu les Africains, ils sont bourrés de talent, mais c'est incroyable, tu vois. Absolument. La musique nigérienne, la rumba congolaise, la musique de l'Afrique de l'Ouest, la musique mandingue. Tu te dis, mais voilà. Et on nous dit aussi que le jazz vient de l'Afrique, le blues vient de l'Afrique, et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est à nous-mêmes de se dire, bon, voilà, ça nous appartient. C'est à nous de le faire avancer. C'est à nous de s'imposer, pas s'imposer de manière un peu, je parle pas dans le sens, voilà, mais de manière un peu plus, se donner des moyens de pouvoir le faire, quoi, en fait. Le Sénégal, c'est un pays qui est extrêmement culturel. Ouais. J'ai envie de dire, depuis Senghor, c'est un pays qui est extrêmement tourné vers les arts, vers la culture, que ce soit les arts visuels, les arts plastiques, la musique. Il y a eu le Festival des Arts Nègres en 66, sous Senghor. Est-ce qu'il y a des structures au Sénégal qui promeuvent des talents comme ça? Oui, vous avez Saint-Louis Jazz Festival qui se développe très bien d'année en année et qui reçoit aussi pas mal d'artistes de l'extérieur. Et vous avez la maison de culture d'Outassek qui est à Dakar, qui récemment a fait venir le fils de Bob Marley pour faire des concerts. Donc il y a beaucoup de festivals. Il y a un autre festival dont j'ai oublié le nom, le Biennale aussi. Le Biennale de Dakar. De Dakar, donc exceptionnel. Donc il y a plein de choses qu'on est en train de développer. Et il faut savoir aussi que le temps de Senghor, le théâtre Daniel Sorano à Dakar, il y avait l'ensemble instrumental traditionnel. Donc, tu avais toutes les ethnies qui sont représentées dans cet ensemble instrumental traditionnel. Tu as les Sérères, les Diola, les Socé, et ainsi de suite. Et cet ensemble instrumental traditionnel, Senghor les faisait voyager à l'extérieur pour aller représenter le Sénégal culturellement. Aller même à faire de ces gens-là des fonctionnaires d'État. Donc, comme quoi, Senghor était tellement... la culture, c'était quelque chose qu'il
qui était en lui, quoi, tu vois. Donc lui-même étant homme de culture, la poésie, Il était poète, ainsi de suite, effectivement. la poésie, voilà. Et le Sénégal est en train d'aller vers ce mouvement-là, de développer la culture, faire plus d'ouverture, plus de festivals, qu'il y ait plus de découvertes. Il y a aussi un cousin, Ablaye Sissoko, qui vit en France aussi, je crois, Jour de Kora, qui est en train de promouvoir son propre festival à Saint-Louis au Sénégal. C'est ce qui est bien. Peut-être un jour, nous aussi, on va essayer de faire ça. Voilà. Et donc, tu vis en Belgique depuis 13-14 ans. Est-ce que tu t'es trouvé une place ici en Belgique, j'ai envie de dire, en Europe, en tant que musicien? Est-ce que tu viens de débarquer avec ta kora? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la musique ici, les gens ne connaissent pas la kora. C'est pas leur culture, c'est pas leurs instruments. Donc, c'est un défi quand même. Un défi, voilà. Tu arrives avec ton instrument, on se dit, il débarque d'où celui-là avec ça. Et puis tu joues et là c'est magnifique. Oui, voilà. C'est à toi de sortir l'instrument de son sac et aller vers les gens, et aller vers les endroits. Au fil du temps, les gens vont découvrir, ils vont apprécier, ils vont aimer. Et ça tisse les liens, en fait. Et tu rencontres des gens de belles âmes, les gens sont super gentils. Et aussi, vous avez déjà ici à Bruxelles, Musique Publique, qui est là, qui fait la promotion de la musique du monde aussi, toutes les musiques traditionnelles, qui ont aussi beaucoup fait pour la kora, un instrument qu'ils adorent. Et je crois que ma première fois que je suis arrivé ici, quelqu'un m'a fait venir à la musique publique. Et arrivé là-bas, le directeur m'a dit « Ouais, super, c'est notre 10 ans d'anniversaire. Serais-tu partant pour jouer pour nous? On va filmer, on va diffuser. » J'ai dit « Ok, d'accord. » Donc j'ai joué, j'ai fait le montage, ça a diffusé. Et ça fait une belle promotion. Ça m'a fait une belle promotion. Et au fil du temps, je découvre les musiciens, on fusionne. Je fais des albums avec des amis, avec des gens, des groupes de musique. Dans certains festivals, que ce soit le festival pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Et au fil du temps, je crois que j'ai bien trouvé ma place, au fait. J'ai bien trouvé et je suis très, très content. Est-ce que tu as eu des idoles, des musiciens mais qui t'ont inspiré et qui continuent à t'inspirer aujourd'hui? Oui, je veux dire, quand on parle du courage, la persévérance, le calme et beaucoup de qualités, je peux prendre un exemple sur Youssou N'Dour. Voilà. Et quant au niveau de la kora, ils sont nombreux, des grands joueurs de kora. Avant, j'écoutais beaucoup de joueurs de kora. Je peux dire que je n'étais pas trop quelqu'un qui écoute beaucoup mon grand-père, d'ailleurs. Parce que ça, c'est l'empreinte familiale. Donc, je peux dire, je joue comme la famille. Et l'extérieur joue autre chose. Je n'ai pas dit qu'on ne joue pas de la même façon, mais je peux être impressionné et fasciné aussi de leur façon de jeu. Donc, je peux parler d'un grand joueur de kora, Toumani Diabaté. Je peux parler d'un grand joueur de kora comme Balaké Sissoko, un cousin quelque part. Et vous avez regretté son âme, il s'appelle Soriba Kouyaté. Okay. Et il est sénégalais. Et il joue la kora dans le jazz. Mais c'est extraordinaire. Moi, je passais tout mon temps, quand j'étais au conservatoire, j'écoutais tout le temps ses sons. Et ce gars est excellent. Donc voilà, en dehors de la famille, il y a plein de joueurs de kora qui me fascinent. Musiciens, je crois que j'aime bien Youssou N'Dour et le Congo, je crois que Fally Ipupa. Ah, Fally. T'as écouté un peu de rumba aussi ou pas? Bien sûr, j'aime bien la rumba, j'aime bien Koffi Olomide. Papa Wemba. Et Koffi Olomide est extraordinaire aussi. Hein. Oh, c'est un bonhomme. Hein. Ah là là là. Et Papa Wemba, la qualité de la voix. Moi, je l'ai vu en concert. C'est vrai? Ah, exceptionnel. Exceptionnel. Ouais. Un grand monsieur. Il est wow, là là là. Mais au fait, Papa Wemba, concert, mais écoute quand il chante, quoi. Une énergie extraordinaire. Ah là là, il est excellent. Et après, il y a Ipupa qui encore incarne la musique moderne, musique moderne congolaise et qui le fait très bien aussi. Et je crois que la musique, elle est universelle, elle est belle partout, en fait. Parce que la plupart des grands musiciens chantent avec le cœur et tu le sens à travers, quoi.
comme le disait un ami de mon oncle, la musique est le médicament de l'âme. Quincy Jones disait qu'il y a deux choses dont on ne peut pas se passer. L'eau et la musique. Si tu étais un style de musique, tu serais quoi? Un style de musique, tu serais quoi? Wow, le style de musique, j'aime bien la musique mandingue, tu vois. La musique mandingue, ça c'est, comme le disait Toumani Diabaté, si l'empire du mandingue était un être humain, les griots seraient le sang qui coule dans les veines. Ah, donc, ouais, après, en plus, il disait, la Kora, elle parle la langue mandingue. Donc, comme si je sors de Corée et qu'elle parle la langue mandingue, j'aime bien la musique mandingue. Mais tous les autres musiques aussi, j'aime bien d'autres styles de musique. Hein. J'aime bien, on va dire, j'étais pas du tout trop fermé. J'aime bien le reggae africain aussi. Tu vois, genre, j'aime bien Tiken Jah Fakoly, oui. J'adore Alpha Blondy. Et quand j'étais petit, qu'est-ce qu'on a dansé au rythme de la musique d'Alpha Blondy. Et très aussi, engagé leur musique. Très engagé. Et j'aimais bien aussi la musique guinéenne, le Bembea Jazz. Quand on était petit, on écoutait, c'était excellent. Ils étaient très bien la guitare. C'était une autre couleur, quoi, tu vois. Et non, j'aimais beaucoup ce côté de la musique africaine, assez varié. Hein, assez varié. Chaque peuple, tu trouves. Et en plus, j'ai découvert la musique congolaise, je crois que c'est à travers mon père. Et quand on était petit, on écoutait des trucs. Je disais, mais papa, ça c'est quoi? Ah, vous ne connaissez pas ça. Je dis que c'est. Quand nous, on était petits, c'est ça qu'on dansait. La musique congolaise. Est-ce que chanter dans ta langue natale, est-ce que ça te facilite les choses ou pas? Oui. Ou est-ce que tu t'en fous? Non, chanter à ma langue, c'est bien parce que, en fait, moi, quand tu remarques l'interview, je retourne toujours dans l'identité des griots. Tu vois, je ne sors pas beaucoup dans ça parce que c'est important. Parce que les griots, ils ne chantent pas pour chanter. Ils chantent aussi pour éveiller les consciences et aussi faire passer un message. Tu vois, donc, je compose en ma langue, ça me facilite de pouvoir passer le message que j'ai envie de faire passer. Parce que quand je chante, les compositions, c'est des textes. Et des textes pour, on va dire, sensibiliser, éveiller les consciences. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Faisons comme ça, l'histoire. Donc, ça me facilite. Je crois que je suis plus à l'aise de chanter dans ma langue pour pouvoir quand même véhiculer ce message, écrire ce texte que j'ai envie de faire passer. Et non, je suis bien à l'aise avec ma langue. Et de temps en temps, le Wolof, qui est notre langue nationale sénégalaise. Est-ce qu'on vous demande parfois, est-ce que tu peux nous traduire le texte, ce que ça veut dire? Oui, ça arrive. Parfois, il arrive que, voilà, je fais chanter le public, par exemple, avec un refrain. Et après la fin, les gens, mais ça veut dire quoi ce qu'on a chanté? Parce qu'on a chanté quelque chose que c'est pas notre langue. Et ouais, voilà. Donc la traduction, c'est ça. Ah ouais, mais c'est quand même bien. Oui, c'est bien. Ouais. Ben, écoute, merci encore pour cette interview. Merci beaucoup à Chris. Et, écoute, merci pour ta générosité. Tu es une très bonne personne, belle âme. Merci beaucoup. Donc, et continue comme ça. Merci ne change jamais. Merci beaucoup. Et peu à peu, nous tous chacun son côté. Je crois qu'on arrivera à faire quelque chose de son monde. Merci et dans beaucoup. son monde. Ça va? Je te souhaite plein de succès. Merci bien.